2012. Donc c'est les championnats du monde d'haltérophilie dans la capitale. Là, ce sont des gros événements. On a connu comme événement Strasbourg 2007, les championnats d'Europe. Guy Colère, l'organisateur, est également ici présent, est venu nous donner quelques conseils suite à son expertise quand même. Et c'est vrai que là, ce sont des organisations encore plus lourdes que notre organisation, puisque c'est 10-15 jours de compétition, quoi. Et puis c'est une dizaine de jours de compétition. Et puis j'imagine qu'il y a une grande motivation pour les athlètes de la région à réussir à se qualifier pour ces championnats. Oui, c'est clair que là, on va dire que les athlètes capables de faire les championnats du monde en 2012, maintenant, on les connaît, quoi. On voit qui est-ce qui y arrive. Agnès, je pense, fait partie de cela, de ce collectif. Mais ensuite, il faut que ça soit un événement motivant pour les jeunes générations. Comme ça a été le cas en 81, quand les derniers championnats du monde qui avaient été organisés en France, à Lille, où Daniel Senet avait eu une médaille d'or en plus à l'arraché, ça a quand même boosté l'haltérophilie. On s'est retrouvé également, ce qui est important, c'est de pouvoir retrouver une place dans les médias, trouver une place dans les médias qu'on a assez peu, quoi. Donc c'est vrai qu'une quinzaine de l'haltérophilie en France, on peut penser avoir un éclairage à cette période-là, oui. D'autant qu'il y aura les Jeux Olympiques cette même année à Londres, j'imagine un coup de projecteur doublement possible. Effectivement, ça sera des mondiaux très importants pour l'ensemble des délégations qui vont venir chercher les quotas pour participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose qui va effectivement être à la fois important, je pense, en nombre de participants et en performance, puisque chacun va vouloir jouer le collectif. Merci en tout cas Lionel Reynaud d'être venu avec nous. Nous allons désormais pouvoir passer à la présentation du programme de cet après-midi des championnats d'Europe de bodybuilding naturel ou de culturisme naturel si on veut rester à la française. Alors la première catégorie présente sera les Master 3, plus communément les plus de 60 ans. Et oui, puisque dans cette discipline qui se pratique à tout âge, on peut notamment retrouver un athlète, Marino Marini et Peter Petkes, qui ont tous les deux plus de 60 ans et qui vont se présenter dans quelques minutes devant vous pour cet titre de champion d'Europe. On se retrouvera dans quelques instants pour le début de la compétition avec un nouvel invité. On demande Monsieur Michel Reynaud derrière les coulisses, s'il vous plaît. Monsieur Michel Reynaud. Nous demandons à M. Michel Reynaud de venir au point du podium, s'il vous plaît. Michel Reynaud doit venir au point du podium immédiatement. Monsieur Michel Reynaud.
Climbing at the top when you shine, my deepest attraction. And these tears won't last. When the world was made, she says, everybody's got to hear this. Call and hold my hand. Who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna hear this call and make me feel this world in pink and blue? Who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna make me feel this world in pink and blue? And what you say, and everything is alright, right, 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 Et on se retrouve toujours ici en direct de Fors-sur-Mer pour le championnat d'Europe de culturisme naturel. Les épreuves vont débuter dans quelques minutes et on a avec nous Jean-Philippe Ponzo, entraîneur du Fit Force du MJC de Salon, qui va nous parler un petit peu de la force athlétique dont on a vu tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure on a vu une démo qui s'est passée avec Andrea Durand. Donc la force athlétique, on va revenir surtout sur la fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme. Donc nous avons 3 disciplines sportives que sont l'haltérophilie, donc la force athlétique et le culturisme. Donc si vous voulez, ces 3 disciplines-là se pratiquent dans une salle de musculation. Donc les 3 ont ce vecteur commun. Par contre, au niveau technique, c'est complètement différent puisque la force athlétique, elle, est composée de 3 mouvements de base que sont le squat, le développé couché et le soulevé terre. Alors vous qui êtes entraîneur, est-ce que vous entraînez uniquement des sportifs qui font de la force athlétique ou est-ce que vous chargez des différents sportifs ? Voilà, donc je suis moi donc responsable d'une section de musculation sur Salon et donc on a une salle de musculation comme son nom l'indique et à l'intérieur il y a plusieurs pratiques. Donc on peut pratiquer la musculation simple pour une remise en forme. Je m'occupe aussi d'handisport, donc je m'occupe de personnes aussi qui font du sport qui sont handicapées et dans cette salle-là nous pratiquons aussi du culturisme puisque le culturisme, je pense que c'est le premier vecteur qui fait qu'on passe une salle de musculation en tout cas. Et la force athlétique et je vais demander à monsieur naturellement car il y a eu des personnes qui ont commencé à progresser avec des systèmes d'entraînement, qui ont commencé à progresser et à pousser des barres très lourdes. Présenter monsieur Jean Vagao, président de la Fédération internationale UIBBN. Monsieur Vagao, s'il vous plaît. Il faut des heures et des heures de musculation. Voilà, donc c'est toujours un pari un peu fou, ça. C'est Michel Reynaud qui est. Mais aussi M. Gérard notre comité régional, mais c'est surtout lui l'investigateur de ce projet qui a compté sur. Bien, nous avons sur scène les 7 représentants. C'est un événement qui est considérable puisqu'il y a un cahier de charges très important. Championnat d'Europe 2010. The World Championship IBBN au niveau de l'hôtellerie, au niveau de plein de choses. Bien, nous avons M. Peter Bivala, président de la Slovaquie. Va nous rejoindre M. Fabio Trentin, président de la Fédération italienne. Allez, c'est bon ça. Nous avons pour représenter l'Angleterre, représentant Michael Ville. Président. Nous avons pour la délégation Catalogne-Espagne, Miguel de Raoult. Pour la Belgique, qui a démarré l'international avec nous, je présente le président Guido Collinet.
Merci. Merci, Président. Et pour l'Irlande, que le représentant, malheureusement, est encore à l'hôtel, mais la fédération irlandaise va être présentée par notre organisateur de cette compétition, il est nommé Michel Renaud. Et évidemment, le pays qui reçoit chaque championnat, que ce soit en football, en culturisme, en haltérophilie ou en athlétisme, le président de la Fédération française, M. Jean-Paul Boularides. Bien, eh bien, le showman va tenir le drapeau de l'Irlande puisque l'organisateur a des récompenses ou du même petit cadeau de la ville pour remettre à ce cher président. Alors ça doit être des petits bouchons parce qu'on a eu un tout à l'heure, c'est sûrement ça, mais peut-être autre chose. Et il nous dira la nécessité d'avoir un tube bouchon. Mais avec ce tube bouchon, on ne voit pas déboucher une bonne bouteille de punch des Antilles. Je suis antillais avant tout. Et peut-être une bonne bouteille de vin. Monsieur Michel Renaud, organisateur, qui a bien fait les choses, bien entendu avec son équipe, puisque tout seul, même si on est trop fort, très bien, on aura toujours du mal à organiser une telle manifestation sportive. Et après la remise de récompense, je vais lui repasser le micro pour qu'il nous dise une petite quelque chose. Oui, il n'a pas voulu encore donner un petit bouchon au président parce qu'il avait déjà donné. Moi, j'en ai eu un. Michel, tu auras un petit mot avant qu'on redonne la parole au showman, puisque tu as fait les choses bien avec ton équipe et tu vas encore profiter pour remercier ton équipe. Salut, Michel. Oui, bien sûr, je remercie à nouveau pour la énième fois l'équipe qui a mis en place ce championnat, mais surtout, messieurs, donc, les présidents de délégation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne compétition et merci d'être venus ici ce soir à Fos-sur-Mer. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci. Yolande, mais donne-lui un main pour. Bien, je vais passer la parole à M. Gérard Lostalef, showman officiel de l'IBBN, qui présentera, il me semble, les officiels qui nous accompagnent pour cette manifestation. Monsieur Gérard. Merci, Monsieur Jean Vagao. Je demande à Jean-Marc Vagao, président des juges, d'amener toute son équipe sur la scène pour qu'on puisse vous les présenter. Tous ces juges vont officier aujourd'hui pour classer tous ces compétitrices et compétiteurs. Voilà, mesdames, messieurs les juges, rapprochez-vous de la scène, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Jean-Marc Vagao, président de la commission des juges. Merci à tous d'être là. Merci à Michel de nous offrir une aussi magnifique compétition. Ce matin, c'était déjà du très haut niveau, donc j'espère que cet après-midi, ça continuera toujours sur les mêmes rails. Alors, je voudrais déjà remercier tous les membres du jury qui, depuis hier, depuis la pesée, sont au taquet comme ça. Ce matin encore, depuis ce matin, ils ont eu un travail énorme à faire. Alors, je vais commencer par appeler Monsieur Rigo Willem, juge, il nous vient de la Slovaquie. Rigo? Yes. Je vous demande de l'applaudir, merci. Il nous vient d'Italie, Guido Gallini. Il représente l'Espagne, Catalogne, Raphaël Montero. Alors on retrouve Jean-Philippe Ponzo, l'entraîneur du Fit Force MJC Salon, pendant que se déroule la présentation du jury de cette compétition.
Jean-Philippe, qui est d'ailleurs juge au niveau régional. Alors, expliquez-nous un petit peu comment se déroule le travail du jury. Alors, le jury, donc, si vous avez remarqué sur le reportage, il y a 3 passages. Pour l'instant, nous avons vu que 2 passages. Nous avons vu une présentation de l'athlète qui fait des quarts de tour sur lui-même, et nous avons vu des comparaisons. Donc excusez-moi, les imposés. Donc les imposés sont des poses où le chairman, donc la personne qui tient le micro, doit annoncer les muscles qui doivent être présentés au jury. Et ces poses-là ont été suivies après de comparaison pour pouvoir les classer. Voilà. Donc là, les juges ont des critères qui sont quand même des critères établis. Nous avons d'abord en premier, je pense, le critère qui, dans notre fédération en tout cas, est très important, la sèche. La sèche, c'est que pouvoir voir le maximum de muscles, mais de veines, et puis le muscle le plus apparent possible. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le détaché, c'est-à-dire la ligne. C'est le haut et le bas du corps qui soient coordonnés avec un détaché, c'est-à-dire quand on présente un dorsaux, il faut qu'on voie les rhomboïdes externes éclater sur les côtés, comme si vous voulez, comme un petit peu comme si une grenouille, vous voyez, un petit peu le dos qui s'écarte au maximum. Et en troisième, nous avons comme critère, nous avons la masse. Alors de temps en temps, certains nous reprochent d'avoir ce critère-là en 3e position, mais nous estimons que la masse, c'est pas le plus difficile à acquérir chez quelqu'un. Vous dire, les 2 premiers sont quand même son travail, quand même comment dirais-je, le fruit d'un travail très élaboré et très contraignant. Alors comment justement se prépare-t-on à une telle compétition parce qu'en fait ces athlètes ne sont pas comme ça toute l'année, j'imagine qu'il y a un travail spécifique avant ces grands événements. Tout à fait, même j'ai envie de dire, moi ces athlètes-là sont là comme ça qu'aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui, donc il y a une préparation en vue d'un objectif, on est d'accord. Chaque fois qu'on va sur un projet, on a toujours envie d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc alors le travail c'est simple, les compétitions chez nous, dans notre fédération, commencent vers le mois de mars-avril. Donc tout l'hiver est consacré à une prise de masse. Ce qu'on appelle la prise de masse, c'est grossir, prendre du poids, prendre du muscle, pousser des barres lourdes, faire des séries assez longues. Pas assez longues, je veux dire au contraire, des séries courtes et lourdes pour pouvoir acquérir du muscle. On va bien sûr essayer, alors c'est ça le plus difficile, essayer de prendre le minimum de superflu, on va dire, ce qu'on appelle la graisse, l'eau, tout ça et tout, on va essayer de prendre le minimum, on va grossir pour pouvoir après redégonfler sans perdre ce qu'on appelle nous, entre guillemets, de la viande, c'est-à-dire sans perdre l'acquis musculaire qu'on a eu. Parce que tout régime fait appel à un genre d'auto-cannibalisme, c'est bizarre comme mot, mais ça fait appel à un genre d'auto-cannibalisme qui fait qu'à un moment donné, on s'atrophie, quoi. On atrophie son muscle et là, non, le but justement du culturisme, c'est d'arriver aux compétitions le plus musculeux, pas musculaire, le plus musculeux possible et le plus veineux avec une peau très fine. Alors justement, est-ce qu'on parle souvent du régime alimentaire qui est très strict. Quelles sont justement les bases? Alors, c'est beaucoup de protéines, c'est ça Alors ça va dépendre un petit peu de la morphologie de chaque personne et de la réaction qu'a chaque personne par rapport à la nourriture. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien dire qu'un régime de culturiste, c'est enlever tout ce qui est bon. En fait, quand vous pensez à quelque chose de bon, c'est-à-dire un gâteau, quand vous pensez à une pizza, quand vous pensez à de la sauce, ne serait-ce que de la sauce, voilà, et il faut virer tout ça. Il faut vraiment avoir un régime à base de pâtes, mais toujours sans additifs, c'est-à-dire sans mettre ni du beurre, ni de l'huile, ni de la sauce. Voilà, des pâtes, du riz, des pommes de terre, car la pomme de terre est un féculent très important aussi, de viande. Alors pas n'importe quelle viande, des viandes blanches. De temps en temps la viande rouge, parce que la viande rouge donne un coup d'énergie, puisque la viande rouge est chargée en créatine, donc donne un coup d'énergie qui a besoin justement sur des baisses de forme. Des légumes, bien sûr des légumes, parce que les légumes aident à tout ce qui est transit, mais aident aussi à caler l'estomac, comme on dit. Et justement ce régime alimentaire est fait qu'à base de produits sains. Contrairement à d'autres fédérations de culturisme, là le culturisme naturel est fait sans produits spécifiques dopants comme peut-être ça peut être le cas dans d'autres disciplines. Voilà, alors bon, il faut quand même faire attention. Nous, ce qui nous différencie et ce qui fait qu'on a la délégation ministérielle jeunesse et sport, que en fait le ministère de la jeunesse et des sports nous fait confiance, c'est que nous avons des contrôles antidopage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos personnes qui se présentent dans nos équipes sont censées ne pas être dopées. En tout cas, s'ils sont attrapés, ils ont une sanction très lourde qui peut aller jusqu'à alors la première fois jusqu'à 2 ans d'exclusion,
Donc 2 ans, ça veut dire que c'est carrément une dégringolade, hein, parce qu'au bout de 2 ans, on ne revient pas en équipe de France. Moi, si on revient, c'est très dur. Ou carrément une exclusion totale. Donc nous sommes une fédération où il y a des contrôles antidopage. Maintenant, au niveau de la nourriture, on utilise bien sûr la nourriture la plus saine possible et la plus naturelle possible. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tous ces petits additifs que sont les protéines, que sont certaines vitamines, nous sommes obligés d'en prendre, car un régime culturiste en prise de masse, c'est 6 repas par jour. Des fois même c'est 7 repas par jour. Alors quand on a on va dire les 3 principaux que sont le petit déjeuner, le midi et le soir, il en reste encore 4 à fournir. Et ces 4 là, il faut avoir le temps de les faire, il faut avoir le temps de les ingérer. C'est pour ça que les professionnels du culturisme, eux, ce que j'appelle moi les professionnels, les hauts niveaux, généralement font que ça, quoi, hein. Ils n'ont pas de métier à côté. Quand on a un métier, nous ici, dans notre fédé, nous avons personne qui vit du culturisme, hein. On va dire ça comme ça, ça reste un hobby, un loisir en plus. Voilà, alors justement, que fait le culturisme? J'imagine il doit y avoir pas mal de professeurs, de salles de sport notamment, qui font ce sport, non? Alors en France, il y a énormément de salles de musculation, mais maintenant, alors comment vous expliquer? Il y a énormément de salles de musculation, mais dans ces salles de musculation maintenant, de plus en plus, c'est pour la remise en forme, c'est pour le fitness, on va dire, c'est pour un entretien corporel. Quelques salles font du culturisme, mais finalement assez peu au vu du nombre qu'il y a en France de salles, parce que si vous voulez, le culturisme a une image qui a été détériorée durant plein d'années, et aujourd'hui nous avons envie de justement redorer le blason en disant attention, nous sommes des personnes qui faisons pratiquer ce sport là, mais justement c'est là où on revient sur le côté sain et naturel, hein, parce que il faut arrêter de diaboliser. Aujourd'hui nous nous sommes aperçus 20 ans après que les personnes dopées dans le sport ne sont pas que les culturistes, hein. Maintenant on s'est aperçu que dans plein d'autres sports aussi il y a... Alors justement, on passe à la première épreuve, les Master 2 qui sont les personnes de plus de 50 ans, c'est ça? Oui, voilà. Alors là nous avons Master 2 et Master 3. Nous avons les deux mélangés, mais ils vont être classés différemment après, hein. Donc nous avons les Master 2, c'est à partir de l'année des 49 ans jusqu'à l'année des 59 ans. Et les Master 3, c'est plus de 59 ans, donc ça veut dire c'est 60 ans, quoi. Voilà. 60 ans et plus, parce que des fois nous nous retrouvons avec des personnes de 65, 70. Et notamment 2 athlètes là, les 2 premiers que l'on vient de voir, qui ont 62 et 63 ans. Comme voilà, quoi, à tous les âges, on peut garder la forme. Voilà, tout à fait. C'est pour ça, vous pouvez regarder physiquement ces gens-là. La peau n'est pas des... Je ne veux pas employer des grands mots comme détérioré, mais je veux dire la peau n'est pas trop abîmée. Voilà, là nous avons Claude qui avance sur scène là. C'est quelqu'un que je connais bien. Lui ça fait, allez, on va dire, ça fait depuis 95 que je suis dans ce milieu-là du culturisme. Depuis 95 il concourt, et depuis 95 il concourt toujours à un niveau très impressionnant. Ce sont des gens aussi qui, attention, ont pratiqué toujours la muscu et ont une discipline de vie. Voilà, j'ai envie moi de comparer ça un petit peu aux arts martiaux. Regardez celui-là, là. Un petit peu aux arts martiaux. J'ai envie de comparer ça parce que c'est vraiment, quand on parle de culturisme, on parle de discipline. Alors, on présente les premiers athlètes du concours pour les donc Master 2 et Master 3. Alors, comment se présente justement la compétition? Alors, il y a là, ça débute par la présentation de chaque athlète. Et ensuite, quel est le principe de... Voilà, donc chaque athlète est présenté par son nom, son prénom et son pays surtout, voilà. Ensuite, il va y avoir une présentation, parce que là c'est une présentation publique. Donc là c'est simplement chacun fait sa petite pause un petit peu, sa pause préférée, voilà, pour dire bonjour. Là on se dit coucou quoi, simplement. Voilà, hop là l'italien. Voilà. Et donc ensuite nous allons avoir une présentation au juge, parce que la présentation au juge, il fait un show lui carrément l'italien. Et donc la présentation au juge ça va être autre chose, ça va être la présentation au juge, voilà, on y va. Allez hop, maintenant c'est carrément les comparaisons. Allez hop, double biceps. Voilà. Donc là, on va estimer les biceps de tous les athlètes en même temps. Tout à fait, tout en sachant que là, il y a Master 2 et Master 3. Donc on va différencier quand même les Master 3 et les Master 2. Maintenant, il y a une petite bataille qui se fait parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les gars, ils jouent un peu des coudes quand il y a un plateau aussi fourni et il y a très peu de passes pour faire les... Parce que l'intérêt de ce sport-là, c'est de paraître le plus large possible. Donc il faut prendre sa place sur scène. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui bougent, qui avancent. Là, ils montent leur dorsaux. Donc là, il faut mettre les mains derrière la taille, sur les côtés. Par contre, ce qu'il y a d'important, c'est que au-delà des dorsaux, il y a une ligne entière à présenter. Comme vous pouvez voir, il y a certains qui contractent les cuisses parce que, en fait, il faut se consacrer toujours et penser que c'est un ensemble, le culturisme. Hein, c'est pas un seul muscle.
Alors justement, quel est le fonctionnement du jury? À chaque pause, il met une notation à chaque athlète, ou alors sur chaque pause, ils définissent l'athlète qui a le meilleur muscle sur le muscle présenté? Voilà, alors nous, ce qu'on fait, on va dire, là ce matin, il y a eu la présentation au jury, c'est-à-dire les quarts de tour. Donc les athlètes sont présentés de face, on fait un quart de tour, on prie une pause, on fait un quart de tour, on prie une autre pause, et on refait un quart de tour pour revenir face à la scène. Bon, là, à ce moment-là, déjà, nous, on commence à classer ceux qu'on pense qui ont les muscles les plus secs, ceux qui ont la plus belle ligne, tout ça et tout. On commence à classer. Là, ici, maintenant, on affine. C'est-à-dire les juges, moi, je dirais, mais bon, je suis juge régional, hein, attention. Hein. Mais là, les juges sont en train, justement, de faire des comparaisons et de commencer à classer, non pas celui qui a... de classer, comment dirais-je, un ensemble musculaire, c'est-à-dire à chaque muscle, on met numéro temps, c'est-à-dire mettons numéro 22 première place, numéro 26 deuxième, voilà, on commence à faire une hiérarchie entre guillemets entre les athlètes. Est-ce que justement entre la présentation qui a eu lieu ce matin, donc il y a environ 6-7 heures, et là cet après-midi, est-ce qu'il peut y avoir des différences justement entre les deux moments de la journée, puisque j'imagine qu'on retravaille à chaque fois pour se représenter, et les notes peuvent peut-être varier entre le premier jugement et celui de l'après-midi? Voilà, mais le problème c'est que là, comment vous expliquer? Ce matin, ça a été quand même le pré-juging qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire ce matin, il y a déjà eu un classement qui a été fait. Là, ils vont affiner le classement, mais ce qui est vrai, c'est qu'en l'espace de 3-4 heures, on n'a quand même pas, on va pas quand même pas doubler le volume, on va dire entre guillemets. Hein. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir peut-être naviguer sur 1-2 places, mais pas plus. Pas plus, même une place. Je veux dire, on va pouvoir affiner son jugement, mais franchement, là, cet après-midi, c'est vraiment pour le public quoi que c'est fait ça, hein, pour que le public qui est venu, qui n'est pas venu ce matin, parce que bon, voilà, qui était moins nombreux ce matin, bon, là c'est vraiment pour que le public puisse avoir un show. Parce que maintenant il va y avoir aussi le passage libre tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'est le passage libre? Alors, le passage libre, c'est chaque athlète a préparé une chorégraphie avec ce que lui a estimé, et ce que son entraîneur peut-être aussi a estimé ses points forts. Et donc, il va faire une chorégraphie qui peut être rigolote ou pas, ou très sérieuse, ou une chorégraphie qui peut être, voilà, où il va présenter lui-même, donc sur une... Alors, on revient sur les arts martiaux, sur un genre de kata, il va présenter un petit peu tous ses points forts. Alors là, certains athlètes sont mis en avant. Quel est le but de cette opération d'avoir... c'est les sélectionner pour le prochain tour, c'est ça? Non, là c'est ce qu'ils sont en train de faire. À mon avis, ils sont en train de faire... alors, je ne sais pas s'ils font un tiroir ou s'ils sont en train de classer Master 2 et Master 3. Je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de les classer pour que les juges... Parce que là... Voilà, non, ils sont en train de faire un tiroir. Alors, un tiroir, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quand il y a donc sur scène trop d'athlètes. Donc, les juges sont sur une table linéaire face à la scène. Donc, l'athlète qui est complètement sur la gauche de la scène et le juge qui est complètement sur la droite ne peut pas juger. Donc on fait un tiroir pour faire passer 6 personnes d'un côté et 6 personnes de l'autre. Ah ben non, alors c'est même pas un tiroir, non, là je suis en train d'expliquer quelque chose. C'est les éliminés, je pense que finalement voilà, c'est ça. Les 8 qualifiés que sont les 2 Master 3 et les 6 Master 2 sont retournés au vestiaire pour préparer le show, je pense. Ouais. Je pense que là il faut un post-dance, c'est-à-dire un post-dance, ils posent tous ensemble sur la même musique. Voilà, et donc là ce seront les éliminés qui malheureusement ne seront pas parmi les 6 finalistes des Master 2. Je suis pas sûr, non, peut-être, je sais pas, on va voir. Ouais, peut-être c'est ça, attendez, on va... Parce en tout cas, parmi les éliminés, nous avons le Slovaque Julius Karabino ainsi que l'Irlandais Adrian O'Mahony. En tout cas, plusieurs Français ont obtenu leur billet pour la finale et se présenteront donc dans quelques minutes pour la suite du show. Jean-Philippe, revenons un petit peu sur le jury. Donc finalement le jury là a confirmé sa décision de ce matin, c'est-à-dire avait déjà en tête les six finalistes. Tout à fait, c'est ça. Donc maintenant la finale va se jouer dans les 6 qui sont sortis de scène. Là, c'est les 4 derniers. Je crois reconnaître un Français. Je suis pas sûr, mais il me semble que lui, parce que je l'ai jugé 2 fois, donc je pense que lui c'est un Français. Voilà, bon, il y en a un de l'équipe de France, bon, qui sera en moins. Mais par contre, voilà, ça c'est les 4, on va dire, c'est les 4 derniers, quoi. Voilà, donc
Donc pour compléter la liste, Manuel Velasco, l'Espagnol, est lui aussi éliminé. Ils se font remettre une médaille et on aura également Hassan Mohamidi qui termine donc au 7e, 8e, 9e et 10e place, ce qui fait que nos Français Claude Grumeau, Lionel Saurin et Dominique Pouillod seront donc sur la finale avec les 3 autres meilleurs concurrents. Donc 3 Français seront en lice pour le podium dans la catégorie des Master 2 qu'on verra donc cela dans quelques instants avec les 6 finalistes qui se présentent pour le passage libre. Alors ce passage libre, comment se présente-t-il? Alors le passage libre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors attendez, il y a une péniale un peu qui chante. Ce passage libre, c'est donc l'athlète va être appelé. Il aura au préalable lui-même choisi une musique. Voilà, donc la peña, je pense, là c'est juste pour faire, on va dire un trait d'union. Il va pas poser là-dessus, je pense pas, non. il reste dubitatif. Voilà. Donc maintenant il va faire une chorégraphie qu'il a travaillée où il est censé mettre en avant tous ses points forts. Donc voilà, une chorégraphie. Il choisit le thème musical. Oui, c'est tout à fait libre. Ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut sans accessoires, mais il est censé faire ce qu'il veut. Donc on est sur les Master 3 avec un athlète qui a quand même 63 ans si je ne me trompe pas, Marino Marini, un très beau nom d'ailleurs, Marino Marini, c'est très bien assorti, sympa, hein. Qui fêtera d'ailleurs son anniversaire dans quelques jours puisque ce monsieur est quand même né le 16 juin 1947, donc à 63 ans bientôt, c'est quand même redoutable de garder ce physique là. Voilà, et surtout regardez la forme qu'il a. Son corps, écoutez bien, vous enlevez la tête, son corps pour être celui de quelqu'un de 40 ans, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant d'avoir. Mais c'est comme toute discipline, je veux dire, à un moment donné, le corps humain, il nous réserve des surprises, et puis là, ça fait partie des surprises. Oui, plus on va dans l'âge, plus il est difficile de garder, j'imagine, ce corps d'athlète. Voilà, c'est pour ça que c'est un travail qui est pas dire. Je veux dire, ça, c'est un travail d'une vie. C'est une morphologie aussi de base. Hein. Faut pas rêver. Hein. N'importe qui ne peut pas quand même accéder à ce physique. Hein. Il faut non plus, même avec beaucoup de discipline, je veux dire, il faut quand même avoir à la base quand même une morphologie qui permet de regarder lui. Alors lui, je sais pas quel âge il peut avoir, mais je pense qu'on est dans les mêmes eaux, peut-être même plus. Exactement, Peter Petkes qui est né le 20 septembre 1948, donc le Slovaque qui aura 62 ans cette année et qui lui aussi a gardé tout son corps d'athlète. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine environ Alors moi j'ai envie de dire plutôt par jour, hein, parce que mine de rien pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir on va dire 1h30 à 2 heures par jour d'entraînement avec une petite relâche, on va dire en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, mais bon il faut je pense 8 à 10 heures par jour de travail sur plusieurs années. Toute l'année, hein, on peut se permettre d'arrêter quelques semaines où il faut vraiment, ça peut être trop dangereux et on risque de perdre beaucoup de son acquis. Alors ce qui est sûr, c'est que de toute manière, comme tout athlète, on voit souvent ça chez les boxeurs, quand on arrête sa pratique sportive, il faut se remettre à une alimentation adaptée à ce qu'on va faire, quoi. Si on devient sédentaire, il faut se mettre à une alimentation il faut se mettre à une adéquate, on va dire, avec sa pratique, quoi. Donc là, il faudra arrêter les 6 repas par jour, il faudra arrêter plein de choses. Mais ce qui est vrai, c'est que dans l'année, obligatoirement, le corps aussi a besoin de repos. Obligatoirement, il y a des moments de surentraînement ou des moments où le corps ne répond plus. À ce moment-là, faut vraiment se mettre un peu au vert, mais une semaine, 15 jours. Au bout d'un mois, on a déjà repris, même au bout de 15 jours, on a repris 5-6 kilos, quoi. Alors un athlète qui se présente de façon assez originale, une chorégraphie qui serait digne presque d'une entrée d'un concours de gymnastique sur ce coup-là. Alors la chanson c'est This is the Man World. Alors vous allez voir. This is the Man. Et voilà l'homme, et voilà le monde de l'homme. C'est ça. Alors je pense que là, nos auditeurs et nous-mêmes, je crois qu'on payerait cher pour être à cet âge-là, dans cette forme-là, parce que moi je trouve que c'est franchement admirable. Claude est admirable. Alors on est passé justement dans la catégorie des plus de 50 ans avec Claude Grumeau
Et c'est 52 ans qui est un des plus jeunes quasiment de sa catégorie, puisque nous avons des athlètes qui vont jusqu'à 60 ans même dans cette catégorie. Donc il fait la présentation, donc là en fait voilà, il met tous ses différents muscles en avant. Ah oui, oui. Là Claude il a un buste que moi je trouve, il m'a toujours impressionné au niveau du buste. Hein. Il a un buste, moi je trouve assez exceptionnel. Et puis il a réussi avec des années d'entraînement à acquérir aussi des jambes. Oh ouais, moi je trouve que c'est... Et puis il est dans la vie, il est simple. Ce qu'il y a de bien dans ces athlètes de haut niveau, c'est que souvent on retrouve une simplicité incroyable. Parce qu'on a tendance à penser que les culturistes sont des narcissiques. Bien sûr. Le meilleur reflet de ces entraînements, c'est un miroir. C'est sûr qu'on se regarde beaucoup dans le miroir, mais par contre, c'est des gens aussi dans la vie humbles et ouverts. Bon, ils ont des jardins secrets et il faut leur laisser. Il ne faut pas non plus aller les titiller trop près, parce que les régimes, ça fout les nerfs en pelote, on va dire. Mais par contre, ils sont... Moi, j'en ai fréquenté quelques-uns et j'en ai entraîné quelques-uns aussi. C'est vrai que dans la vie, ce sont des gens qui sont prêts toujours à passer un savoir et tout. Alors que là, nous sommes passés à un athlète slovaque, Kolomon Tot, qui lui est âgé de 55 ans. Donc des athlètes qui ont un poids entre 60 et 83 kilos pour le plus épais d'entre eux. Donc malgré leur musculature importante, ils n'ont pas un poids très élevé. Hein. Non, ils ont... Là, je suis en train de regarder parce que là, je vois que je pense que ça va être un sérieux concurrent pour Claude, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les concurrents là? Alors là, fait dire que justement, voilà, ça va être un sérieux concurrent. De favori. Le gabarit. Et puis, par contre, par rapport à Claude, il est un peu moins sec. Hein, il est même vachement moins sec. Par contre, il est massif. Hein. Donc, je pense que par rapport à l'âge et puis au gabarit, je pense que lui, il devrait avoisiner la place de Claude. Donc, on verra où Claude sera, mais je pense qu'il sera pas loin lui. Alors, ces différents athlètes, donc comme on le rappelle, qui sont entre 50 et 60 ans, se présentent tour à tour avec cette musique en accompagnement. Est-ce que on regarde vraiment que le muscle, ou est-ce que la chorégraphie peut être également jugée sur ces présentations libres? Non, la chorégraphie, en fait, c'est un spectacle pour le public. Là, le jugement, généralement, a déjà été fait sur les comparaisons et sur les présentations. La chorégraphie, c'est vraiment le spectacle qui fait que ça devient un sport regardable, quoi, et où il peut y avoir des spectateurs. Parce que si c'est juste contracter des muscles devant un jury, c'est pas intéressant. La chorégraphie amène de la musique, donc amène aussi... des fois, vous allez voir qu'il y aura des musiques un peu plus entraînantes. Il y aura le public qui va taper des mains, qui va s'exciter, qui va mettre de l'ambiance, quoi. C'est vraiment pour l'ambiance. Donc une fois que les 6 athlètes auront passé leur programme libre, le jury rendra sa décision. Non, la décision est déjà entérinée, on va dire, hein, la décision là. Là, ce qui se passe, c'est que là, pour le public, pendant que justement les athlètes sont en train de faire leur choré, tout ça et tout, on va dire le jury le regarde, mais bon, là, il y a les comptes qui sont en train d'être faits en coulisses. Hein. Donc une fois que tous les athlètes seront passés, je pense que là, oui, il y aura la remise des prix, mais tout a déjà été entériné. Alors après le passage de Lionel Saurin, voilà un 3e candidat français, Dominique Pouillod. Est-ce que vous avez eu un avis sur le passage du précédent français, Lionel Saurin? Pour vous, le Slovaque reste toujours... Non. Saurin, à mon avis, sera très très bien placé, même devant Claude. Par contre, là, je suis en train de voir que lui, mettons, il manque cruellement de biceps. Hein, donc il est en train de faire des biceps, alors que, on va dire que, il a de belles jambes. Les biceps... un gros manque. Donc je pense que lui par contre ne sera pas très très bien placé. Hein. C'est vrai que les bras paraissent un petit peu plus petits que certains autres athlètes, surtout par rapport au reste du physique. Par contre c'est quelqu'un, regardez ce dos, hein, c'est quelqu'un de très grand. Donc c'est compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des morphologies types. En force athlétique, il ne faut pas être très grand. Pour être fort, il ne faut pas être très grand en fait, hein, parce que la distance à parcourir avec les barres est moins longue. Par contre en culturisme aussi, il faut remplir tout ça, hein, parce que il a l'air assez grand et longiligne. Pourtant Dominique Pouillod est effectivement grand et un des plus lourds de cette finale avec 80 kg, puisque le plus lourd, Julius Karabinos, avait lui été éliminé alors qu'il pesait 83 kg, presque 84, et donc c'est un des plus lourds effectivement. Malgré ce physique impressionnant, moi je suis toujours effaré par ce poids, puisque
Parce qu'ils paraissent très musclés, mais les muscles ne sont pas lourds finalement. Alors il faut savoir, non, alors attends, le muscle est plus lourd que la graisse. Donc ça c'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui poussent une salle de muscu, qui arrivent, chargés, un peu, pas chargés en graisse, c'est un gros mot ça, mais qui arrivent donc grasses, hein, un peu grasses, et qui au bout de quelques temps de pratique disent mais j'ai pas maigri sur la balance. C'est normal, on peut mincir sans maigrir. Le muscle est plus lourd et plus dense que la graisse. Donc il fait qu'on peut perdre de la graisse et garder le même poids. Donc lui qui est à 80 kg sec, pas lui, celui qui est passé avant, qui est à 80 kg sec, hors compétition, il doit être à 100 kg. D'accord. Oui, donc on peut perdre quand même des poids impressionnants entre le... Il y a combien de différence entre le poids, on va dire, de la vie courante et le poids atteint pour la compétition? Ça peut baisser de combien? Alors, dans les petites catégories, ça peut osciller en prise de masse jusqu'à la compétition, ça peut osciller entre 10-15 kg. Et pour les grosses catégories que vous verrez tout à l'heure, donc les 80-85 kg, eux carrément c'est du 20-25 kg ça peut être, de différence de poids. Physiquement ça doit être très épuisant de se présenter à ces compétitions, puisque j'imagine qu'une perte de 20 kg ne se fait pas très facilement. Surtout que là, c'est une alimentation très spéciale qu'il faut avoir. Ensuite, il faut avoir aussi comment dirais-je, il faut, si vous voulez, décharger son corps en eau pour regarder ce physique-là. Alors voilà le premier. Hein. Moi, c'est mon favori celui-là. Mais bon, regardez ça. Et voilà. Donc je crois que lui, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Ce que je disais, c'est qu'il faut décharger son corps en eau pour être le plus sec. Alors sec, ce mot-là, sec, là, il prend toute sa valeur, puisque sec, il faut décharger en eau pour que la peau soit la plus fine possible. Pour qu'il n'y ait plus de liquide, de liquide qui soit entre la peau et les muscles. Pour que les muscles soient les plus apparents et les veines aussi. Regardez les grands écarts faciaux, on descend pas, mais c'est quand même sympa. Voilà, hop, et voilà. Quelle souplesse. Oui. Notre athlète qui est Carlo Sardella, l'italien, qui passe juste après un autre italien qu'on a vu juste avant, Marco Ginobri. Et cet athlète, Carlo Sardella, qui a tout de même près de 50 ans, 51 ans même, au mois de juillet prochain, donc qui est le favori de Jean-Philippe. Et une victoire italienne qui devrait se profiler dans ce duel presque italo-français, puisque nous avions 3 Français et 2 Italiens dans cette finale. Là c'est mon jugement, mais bon, on verra bien. Mais moi je vois favori avec mes yeux. Maintenant je ne suis pas juge international, il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas vues et que je n'ai pas vues en comparaison, mais c'est vrai que lui m'impressionne énormément, la souplesse, la ligne donc entre le haut et le bas du corps, on a la densité musculaire, on a la sèche, puisque les muscles sont très apparents, on a beaucoup de critères qui font que c'est à mes yeux un des favoris. Alors comment est rendu ensuite le verdict de cette finale? Parce que là on voit que ce sont de nouveaux athlètes qui arrivent, les Master 1 de moins de 75 kg, donc qui sont les athlètes qui entre 39 et 49 ans. Le verdict pour le champion d'Europe du Master 2 et Master 3 sera à la fin de... Pour l'instant, oui, voilà. Donc à la fin de toutes les compétitions qu'il va y avoir cet après-midi, de toutes les finales qu'il va y avoir cet après-midi, il y aura un verdict qui sera rendu. Là, je pense que le verdict... Monsieur Rousse, français. Voilà, on entend, super. Voilà, c'est ça qui manquait depuis tout à l'heure, un peu d'ambiance. C'est comme ça que nous, on aime les compétitions, quand ça crie. Voilà, Patrick Rousse qui, sous les hurrahs du public, se présente dans cette catégorie des Master 1 de moins de 75 kg avec ses 64 kg. Il est l'un des plus légers, 64 kg sur les moins de 75 kg. On voit que la plupart des athlètes tournent autour de 74 kg, donc vraiment le poids limite. Et sur un poids comme ça qui fait 10 kg de moins, j'imagine que du coup il a quand même des muscles peut-être moins importants, non? Non, alors c'est pas ça, c'est regarder la taille aussi de certains athlètes. Patrick, regardez comme il est petit. Voilà, je dis pas qu'il est très petit, mais je dis voilà, il est plus petit au niveau de la taille.
premièrement, hein, de la hauteur, excusez-moi. Ensuite, il y a autre chose aussi comme critère. Si vous voulez, ça ne sert à rien d'avoir des énormes biceps, des énormes pecs si les jambes ne suivent pas. Donc lui, il a aussi un équilibre musculaire. L'important, c'est pas forcément d'avoir un buste énorme, c'est d'avoir le bas qui va avec le buste et les mollets qui vont avec les épaules. Je veux dire, c'est quand même. À l'époque, on appelait ça des poses plastiques. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc l'art plastique, c'est vraiment, c'est l'art grec, c'est les statues grecques, les statues romaines, c'est-à-dire un corps équilibré de bas en haut. Alors là, ils font les présentations par muscle comme chaque pose groupée. Donc ils suivent les commentaires du chairman, c'est ça Le chairman, donc c'est celui qui annonce, c'est lui qui annonce sur scène toutes les imposées, quoi. Ce qu'on appelle les imposées, c'est les poses qui doivent être pratiquées pour pouvoir être jugées, quoi. Est-ce que l'ordre est tout le temps le même, ou alors est-ce que c'est le chairman qui décide Non, on a un ordre établi depuis. Ça, c'est dans un critère fédéral. On a un ordre établi. Donc il y a une jambe en arrière, voilà, ici, là, c'est une jambe en arrière dorsaux. Ensuite, il va y avoir l'autre jambe en arrière double biceps, ou à moins ce qu'il ait fait avant, j'ai pas trop suivi. Mais je veux dire, voilà, il y aura meilleur côté triceps. Alors on va voir. Alors sur ces 7 athlètes présents, les ne pourra pas disputer la finale. Les athlètes se préparent déjà avant que le chairman ait annoncé. Avant que le chairman ait annoncé la pause, il se prépare déjà. Comme vous savez, comme je vous ai dit, il y a un ordre établi, quoi. La pause qui semble plaire au public. Donc ça y est, le jury qui a déjà fait ses décisions ce matin lors du pré-juging va pouvoir bientôt rendre la liste des 6 avec un de ces 7 athlètes qui va donc se présenter devant le podium pendant que les 6 autres iront se préparer pour la préparation libre qui interviendra juste après avec un thème musical choisi comme on peut le voir sur chaque compétition. En tout cas, est-ce que sur ces 7 athlètes, vous dégagez un favori sur cette première présentation? Moi j'ai envie de rester bien chauvin, j'ai envie de rester Patrick Rousse, hein, parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà jugé moi-même, donc j'ai pas envie de me déjuger. Mais voilà, j'ai envie de rester sur Patrick Rousse, j'ai envie de rester sur cet athlète qui est là. Alors je sais donc, pas le nom qu'il a. Andy Allan. Ouais, je pense qu'il va passer dans les 6. Sur, on va voir, voilà. Et puis je pense que là, voilà. On notera que le Slovaque Jaroslav Novak reste donc tout seul et donc ne participera pas à la finale et à la présentation libre. En revanche, les 2 Français, Patrick Rousse, Serge Cadren et même Hervé Lebeller, donc 3 Français disputeront de nouveau la finale de ce Master 1 avec la programmation libre, alors qu'on va se retrouver dans un instant avec une nouvelle invitée, la présidente de la commission culturiste de Provence, Mylène Marié. On remercie Jean-Philippe Ponzo d'être venu nous éclairer sur la discipline culturiste et on vous souhaite le meilleur pour vos athlètes. Merci. Au revoir. Voilà, un grand bravo à cet athlète. Merci beaucoup. Merci. Donc, passage libre des sélectionnés. Nous allons démarrer avec le dossard numéro 17. À la régie, dossard numéro 17. Voilà, Rousse Patrick. Gérard, oui. J'aimerais bien que tu fasses passer les athlètes dans l'ordre, ils ont été annoncés. Oui, mais tu me... D'accord, je vais le faire.
Ça va tout compliquer. Hein. Je ferai autrement tout à l'heure, mais je vais être obligé de pratiquer comme ça pour l'instant. Nous allons demander au dossard numéro 14 de se préparer pour se poser libre, s'il vous plaît. Le dossard numéro 14. Dossard numéro 14. Sur la scène, s'il te plaît. Elle est derrière.